Ce podcast est soutenu par notre partenaire La Fourche, le meilleur du bio en ligne livré partout en France. Lafourche.fr, c'est une épicerie bio en ligne qui propose plus de 4000 produits engagés et de qualité, jusqu'à 50% moins cher qu'en magasin bio. Et grâce à La Fourche, fini la charge mentale des courses. Et en commandant sur leur site internet ou sur leur application, les adhérents gagnent en temps, en simplicité et retrouvent le plaisir de faire les courses. Alors La Fourche vous offre exceptionnellement moins 20 € sur votre adhésion, soit 39,90 € au lieu de 59,90 € par an, avec ce code unique Métamorphose. Alors rendez-vous sur leur site internet lafourche.fr pour en bénéficier. Vous avez 1 mois pour essayer gratuitement, sans engagement, alors vous n'avez rien à perdre. À bientôt. Bienvenue dans la saison 5 de Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Au fil des semaines, je vous invite à découvrir avec moi des sujets inspirants, portés par des personnalités lumineuses pour cheminer ensemble vers un éveil des consciences. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Tous les lundis et jeudis, dès 7h. Difficulté à se concentrer, à s'organiser, procrastination, impulsivité, cela nous arrive à tous. Mais pour certains, c'est un quotidien épuisant et impossible à gérer. Le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité ou TDAH, souvent diagnostiqué chez les enfants et pourtant fréquent chez les adultes. Dépassés par des émotions incontrôlables, incapables d'arriver à l'heure parfois, ou de laisser les autres parler sans leur couper la parole, les personnes TDAH souffrent souvent au travail et dans leur vie intime à force de compenser les difficultés. Psychiatre et psychothérapeute, professeur associé au département de psychiatrie de la faculté de médecine de Genève, auteur de nombreux articles et publications scientifiques, mon invité a coécrit le manuel de l'hyperactivité et du déficit de l'attention destiné à l'adulte aux éditions Erol. Son message, ne vous réduisez pas votre trouble, des solutions concrètes existent pour aller mieux. Nous allons alors tenter de mieux comprendre ce trouble et les solutions qui existent aujourd'hui. Bonjour professeur Nader Pérou, merci de nous recevoir dans votre bureau ici à Genève. Bonjour. Bonjour. Alors, je le disais en introduction, vous êtes psychiatre, psychothérapeute. Qu'est-ce qui vous a amené, vous, à vous intéresser à ce sujet du trouble du TDA, du trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité? Vous êtes aussi un spécialiste de la bipolarité. On ne va pas forcément en parler aujourd'hui, même si c'est souvent un trouble associé. Donc, ce sujet viendra quand même dans notre conversation. Alors, ce qui m'a amené à m'intéresser à ça, c'est plutôt le trouble de personnalité borderline, en fait. D'accord. De par l'impulsivité que partagent ces deux troubles et de la fréquence de cette comorbidité dans le trouble de personnalité borderline, je me suis dit c'est bête de ne pas connaître ce trouble et je m'y suis intéressé. Ça fait combien de temps que vous travaillez sur ces sujets-là ? Plus d'une dizaine d'années et plus de 20 ans sur le trouble de personnalité borderline et plus de 10 ans sur le TDAH. Il y a eu beaucoup de récentes découvertes ces 10 dernières années sur ces sujets-là, beaucoup de recherches en tout cas qui ont été effectuées. Alors il y a beaucoup de recherches, pas beaucoup de découvertes récentes ou de nouvelles stratégies. On recherche beaucoup de nouveaux traitements ou de nouvelles approches non pharmacologiques pour le TDAH, mais on n'a pas de grandes nouvelles découvertes. D'accord. Vous-même, vous collaborez avec d'autres universités, d'autres centres de recherche à travers le monde ? Oui, alors on collabore avec quelques universités françaises, dont Strasbourg en l'occurrence. D'accord. Et des universités en Allemagne et en Angleterre. Ok. Alors aujourd'hui, je le disais, on va parler du TDAH. Comment est-ce qu'on peut le définir d'abord pour commencer ? On désigne souvent finalement les personnes qui souffrent de ce trouble par le terme un peu générique d'hyperactif, ce qui peut être aussi très réducteur, et parce qu'on peut souffrir d'un trouble de l'attention sans hyperactivité. Alors l'abréviation TDAH,
tient pour trouble déficit d'attention avec ou sans hyperactivité. Oui, c'est ça. Et donc c'est vraiment la composante des deux, hein. Puis il y avoir des personnes qui n'ont que l'hyperactivité, mais c'est en fait plutôt une minorité. Et la plupart des personnes qui vont être atteintes d'un TDAH vont présenter souvent un mélange à la fois de symptômes d'hyperactivité, mais très souvent de difficultés d'attention. Donc ce qui va dominer le tableau, en tout cas chez l'adulte, c'est un mélange des deux et de manière plus prépondérante, des difficultés d'attention, type procrastination, distractibilité, etc. Et c'est souvent la plainte en fait des patients quand ils viennent plus fréquemment pour des plaintes attentionnelles que des plaintes relatives à l'hyperactivité. D'accord, c'est peut-être pour ça aussi que c'est plus difficile à diagnostiquer sur les troubles de l'attention, alors que l'hyperactivité, par exemple, chez les enfants est peut-être plus visible rapidement. Alors chez l'enfant, en effet, hein, on va plus facilement être dérangé par quelqu'un, enfin un enfant qui bouge beaucoup, qui parle beaucoup, qui a de la peine à rester en place, et qui va très vite être détecté, et des services d'aide vont être alertés, soit par les parents, soit par les instituteurs à l'école. On va être moins intéressé, ou on va détecter plus tardivement quelqu'un qui a une dominante attentionnelle, surtout si c'est un enfant qui réussit pas trop mal à l'école, hein, qui pourtant souffre de difficultés d'attention. Hein, c'est pas parce qu'on a des difficultés d'attention qu'on va forcément rater à l'école, hein. On peut avoir d'autres mécanismes compensatoires. Oui. On en parlera. Oui. On en parlera probablement plus tard. Mais donc ça peut être détecté plus tardivement. Et les adultes, eux, viennent plus facilement d'eux-mêmes, hein, pour des plaintes attentionnelles, parce qu'au bout d'un moment, on se rend compte quand même qu'on fait plus d'efforts soi-même que nos collègues au boulot ou à l'université ou dans d'autres écoles, et que c'est pas tout à fait normal que je doive autant fournir d'efforts pour me concentrer. Je me sens fatigué, j'ai de la peine à lire, etc. Et là, tout à coup, les plaintes attentionnelles viennent au devant de la scène et sont des motifs de consultation. Est-ce qu'il y a justement une espèce de fatigabilité avec l'âge qui intervient chez l'adulte, qui est peut-être un peu moins détectable quand on est plus jeune ? Alors, mais plutôt chez un adulte jeune, pas tellement, plutôt plus tard, hein, vers 40-50 ans. C'est ça. Où finalement, des mécanismes adaptatifs qui faisaient qu'on arrivait à fonctionner plus ou moins correctement commencent à ne plus marcher tellement bien, parce que cognitivement, on a plus de peine, on se fatigue, on a plus l'énergie qu'on avait avant, hein. Je donne toujours l'exemple, qui est un exemple que je donne aux patients, mais quand moi j'avais 20 ans, je pouvais boire de l'alcool tout un soir, aller faire la fête pendant des heures et des heures, et le lendemain je pouvais aller travailler. Maintenant il me faut 3-4 jours pour récupérer. C'est ça, c'est le même phénomène. C'est à peu près le même phénomène. Il y a des stratégies qui peuvent marcher à 20 ans, qui marchent plus à 40-50 ans. Qu'est-ce qui devrait alerter à un moment donné, justement, chez l'adulte, dans ce phénomène de concentration voilà, qu'est-ce qui peut nous mettre la puce à l'oreille dans les symptômes ? Alors, dans les symptômes, ça dépend si on l'observe ou pas, mais la tendance à la procrastination, c'est vraiment quelque chose qui se retrouve à peu près chez tous les patients avec TDAH, ou en tout cas TDA, un trouble déficit d'attention, même si on n'a pas l'hyperactivité. C'est le fait de retarder les tâches, d'avoir de la peine à se motiver, à rentrer dans une tâche qui est rébarbative, ennuyeuse, répétitive, sans récompense immédiate. Cette difficulté, hein, qui est parfois perçue comme gravir le Mont Blanc pour certains patients, ça doit alerter quand même, hein. C'est-à-dire que quand je commence à remettre toujours à plus tard les tâches, et puis ne pas faire ce qui m'ennuie, et puis de ne faire que ce qui me plaît, et puis que je commence à avoir un impact d'avoir remis ces tâches à plus tard, hein. Par exemple des poursuites financières, des rappels constants de factures, des disputes au niveau conjugal ou familial, parce que j'ai pas inscrit par exemple les enfants à l'école alors qu'il fallait les inscrire et puis qu'il y avait un délai. Je donne plein d'exemples qui me sortent en tête, mais c'est vrai que quand on commence à avoir ça, il faut vraiment se poser la question, est-ce que j'ai pas un TDAH ? La répartition homme-femme, vous la voyez de manière à peu près équitable, ou alors les femmes sont peut-être moins diagnostiquées encore que les hommes ? Alors, c'est vrai chez les enfants. C'est vrai chez les enfants. Hein. Chez les enfants, on détecte plus facilement les garçons.
Il y a une expression en fait chez les garçons qui est plus hyperactive, plus impulsive, donc plus facilement détectée que les filles qui ont une présentation qui est plus attentionnelle, plus rêveuse, plus dans la lune. Ça c'est un peu en train de changer, hein. Probablement par la modification de la société, hein, qui permet plus aux filles d'avoir des expressions en fait externalisée, on dit ça en pédopsychiatrie, c'est une expression plutôt hyperactive, impulsive, plus visible de l'extérieur que de l'intérieur. Donc on a, si on regarde les études épidémiologiques, dans les années 80, on avait un ratio 1,5 garçon-fille, enfin à l'inverse, fille-garçon, donc 5 fois plus de garçons détectés que de filles. Actuellement, on est plutôt dans les 3,1, et on sait que chez l'adulte, ça s'équilibre, on a un ratio 1,1. D'accord. Probablement parce que les filles qui n'avaient pas été détectées enfants pour des difficultés attentionnelles et puis qui avaient mis en place certains mécanismes adaptatifs viennent d'elles-mêmes consulter quand elles sont adultes. Et le ratio s'équilibre. On peut faire le postulat qu'en fait le ratio est 1,1 chez l'enfant. On a le sentiment aussi qu'aujourd'hui, et c'est des critiques qu'il y a dans la société, hein, qu'on essaye de coller des étiquettes à tout le monde. Est-ce que finalement il y a plus de TDAH aujourd'hui qu'avant, et on va venir aussi sur les origines en fait du TDAH, ou est-ce qu'on simplement on les détectait pas parce qu'avant on ne connaissait pas ces choses-là? Alors c'est probablement la deuxième hypothèse qui est plus vraie, hein. C'est-à-dire qu'on n'était pas très intéressé, on ne détectait pas. On n'a pas une augmentation drastique de la prévalence. Si on regarde des études épidémiologiques, hein, on s'intéresse en population générale, ça n'a pas explosé de x10, x15. Alors, c'est clair que ça donne cette impression-là, simplement parce qu'on est mieux formé, on détecte mieux et donc on traite mieux. Après, il y a aussi plus de personnes qui viennent consulter, hein, parce que la société évolue, elle est aussi plus compliquée, hein. Il y a beaucoup plus de tâches administratives, beaucoup plus de normes, beaucoup plus de demandes, hein, sociétales, avec une exigence qu'on n'avait pas il y a 20, 30, 40 ans en arrière. Et donc, il y a des personnes ou des enfants qui vont être en souffrance plus rapidement. Ça ne veut pas dire qu'il y a 20 ans ou 30 ans en arrière, ils n'auraient pas été diagnostiqués de TDAH, mais peut-être qu'on n'aurait pas eu le focus de manière aussi importante et on n'aurait pas pris en charge cet enfant de manière aussi sérieuse il y a 30, 40 ans en arrière, parce qu'il y a 30, 40 ans en arrière, il y avait un marché de l'emploi qui était complètement différent. Il y avait des possibilités de facilement switcher d'une étude à une autre, etc. Actuellement, c'est devenu très compliqué, hein. Et donc, on est très vite handicapé par des difficultés attentionnelles, par une hyperactivité, une impulsivité, et donc on consulte aussi plus vite. Donc, il y a non seulement une consultation plus rapide et une demande de prise en charge plus rapide de la part de l'entourage ou de la part du patient, et il y a une meilleure détection de la part des professionnels de santé mentale. Intéressant. Alors, d'où vient le fameux TDAH, facteur épigénétique, génétique, voilà, quels sont les facteurs environnementaux, hein, on en parle aussi beaucoup. Alors, le facteur qui est le plus fort, c'est l'héritabilité. Donc, c'est une maladie qui est probablement multigénique. On n'a pas de gène du TDAH, hein, on n'a pas détecté, vous êtes porteur ou porteuse de ce gène-là, vous avez un TDAH, on ne connaît pas. Par contre, on sait qu'il y a on est sûr de ça. Ça, on est sûr de ça. Par contre, il y a une forte héritabilité, hein, dans le sens que si on a des parents qui ont un TDAH, il y a de fortes chances que j'ai moi-même, si je suis un enfant de ces parents-là, d'avoir un TDAH. C'est rare d'avoir un seul individu dans une famille qui a ce trouble-là. Donc actuellement, on pense, et les études vont dans ce sens-là, qu'il s'agit de modification de plusieurs variants dans différents gènes qui, associés, augmentent le risque de souffrir de cette pathologie-là. Donc ça, c'est le facteur premier le plus fort. D'accord, c'est l'héritabilité et donc les facteurs génétiques multigéniques. Après, il y a des facteurs environnementaux. On sait que les souffrances fœtales à la naissance, faible poids de naissance, souffrance, prématurité ou d'autres choses de ce type-là, sont des facteurs de risque pour développer un TDAH. Et à ça s'ajoutent les carences, on va dire, de l'environnement. Alors des donneurs de soins, hein, en général, alors c'est souvent les parents, mais pas que. Hein. Mais on sait que d'évoluer ou de grandir dans un environnement assez carencé en termes émotionnels, de soutien parental ou de donneurs de soins favorise aussi l'expression du TDAH et participe en tout cas à sa persistance à l'âge adulte.
D'accord. Mais ce sont des cofacteurs, c'est-à-dire que ça peut être soit l'un, soit l'autre, ou tous en même temps, mais... Alors, c'est soit l'un, soit l'autre. On a souvent les deux, hein, parce que le fait d'avoir un TDAH, je nais avec cette vulnérabilité génétique, donc j'ai une tendance aux difficultés attentionnelles, j'ai une tendance à l'hyperactivité, au déficit d'attention, à l'impulsivité aussi. Hein. Donc, je suis un enfant qui est plus difficile, qui est plus exigeant, qui va demander plus, qui va aussi moins bien performer à l'école. J'aurais plus tendance à me faire harceler à l'école, à me faire critiquer à l'école et aussi à être maltraité à la maison, hein, surtout si les parents ne savent pas que j'ai un TDAH, parce qu'eux-mêmes n'ont peut-être pas été détectés et puis ne s'en rendent pas compte, et puis vont pas supporter que je ramène de mauvaises notes à la maison et vont me critiquer, vont constamment me dire « mais tu peux faire mieux, allez, vas-y, t'as qu'à faire un effort, c'est facile, quitte à me taper, quitte à me... » Et donc en fait, le fait d'avoir un TDAH, ça génère aussi un environnement différent, qui est souvent un environnement... pas top, on va dire, pour le développement de l'individualité. Oui, on entend bien la souffrance que ça peut générer quand on a ce retour de bâton de comportement à la maison ou auprès des éducateurs à l'école, etc. Si les personnes ne sont pas au courant du TDAH, il faut bien se rendre compte que l'impression extérieure, c'est que ça donne l'impression d'avoir un enfant qui n'a pas envie de travailler, qui fait exprès de parler en classe, qui fait exprès d'embêter ses camarades et d'être bagarreur, ou d'être impulsif, ou de bouger tout le temps. On ne se rend pas compte qu'en fait c'est un trouble. Et donc on va très vite avoir tendance à critiquer cet enfant. Ceux qui sont plutôt sans hyperactivité, qu'on repère peut-être moins, quelles difficultés aussi d'apprentissage on peut retrouver chez ces gens-là ? Parce qu'en fait, ils ne bougent pas forcément tout le temps, mais ils ne sont pas là. Il y a comme une forme d'absence peut-être. Alors, ce qui va poser problème quand on a une difficulté attentionnelle, alors, il y a le premier point, c'est la procrastination, hein, c'est le fait que je ne fais pas les tâches qui me sont demandées, surtout si elles sont ennuyeuses. Révision d'un vocabulaire, je ne vais pas le faire. Je ne vais pas rendre les devoirs qu'on m'a demandé de rendre. Je vais trouver d'autres stratégies pour éviter de faire ces tâches-là. Après, il y a le côté rêveur dans la Lune, c'est la distractibilité, ou la difficulté d'attention pure, c'est j'écoute pas. Donc je suis en train de penser à autre chose, je suis en train de regarder autre chose. Ce qui fait que je ne bénéficie pas en fait de l'enseignement qui m'est donné. Hein. Mais ça, on l'observera, c'est la même chose chez l'adulte. Hein. Donc que vous soyez enfant ou adulte, c'est pareil. Donc vous n'êtes pas attentif à la tâche que vous êtes en train de faire. Donc il va y avoir des erreurs commises, il va y avoir des fautes, le travail peut être bâclé, mal fait. Et donc ça a des conséquences, bien évidemment, sur les notes ou sur la performance. Et il y a aussi des oublis, hein, c'est des pertes d'objets. En caractéristique chez l'adulte, on voit très souvent des patients qui partent au boulot, puis ils ont oublié la moitié des affaires qu'ils avaient besoin pour travailler. Oubli du téléphone, des clés, des lunettes. Et chez l'enfant, c'est la même chose. Et donc, en fait, la difficulté attentionnelle a un impact réel, dans le sens que ça impacte en fait le devenir, on va dire, d'études. Hein. Le niveau d'études est nettement moins bon chez les personnes qui ont simplement un déficit d'attention. Alors, si en plus vous rajoutez dessus de l'hyperactivité, de l'impulsivité, on réduit considérablement le devenir professionnel à long terme de ces personnes. Hein. Oui, alors c'est pour ça qu'on va évidemment parler des solutions tout à l'heure, pour pas laisser les gens un peu dans une forme de désarroi par rapport à ça. Avant d'en venir là, comment est-ce qu'on peut diagnostiquer le TDAH ? Ça fait aussi encore, je pense, l'objet de polémiques, hein, parce que je pensais à la psy dont on parle beaucoup en ce moment en France, Caroline Goldman, hein, qui en février dernier dénonçait l'éducation positive en disant que des enfants mal limités peuvent faire l'objet aussi d'un diagnostic erroné TDAH. On parlera aussi des HPI tout à l'heure. Quand on a un TDAH avec au potentiel associé, ça peut aussi aider, parce que ça permet de compenser ces troubles de l'attention. Alors, pour nous démêler un peu tout ça et le vrai du faux, qu'est-ce que vous auriez envie de nous dire ? Alors, que le TDAH, c'est un trouble déjà, qui est défini par des critères spécifiques qu'on trouve dans les manuels diagnostiques de santé mentale comme le DSM. 5 en l'occurrence, qui est celui qu'on utilise le plus fréquemment pour diagnostiquer, comme on le ferait pour une autre pathologie. On a souvent tendance à vouloir décrier le TDAH, mais c'est une pathologie au même titre qu'un trouble du spectre autistique, qu'une dépression, qu'un trouble bipolaire, qu'un trouble anxieux, pour lesquels il y a beaucoup moins
de critique ou de stigma à poser un diagnostic sur ces pathologies-là. Oui. Donc c'est exactement la même chose, hein. On suit un nombre de critères, on regarde l'impact, on a un nombre de symptômes requis et on s'entoure également de l'avis de proches, hein. On ne va pas faire un diagnostic que sur... alors si je vois un enfant ou un adulte, moi je m'entoure généralement soit de l'avis des parents, soit d'un conjoint. Je demande aussi des carnets scolaires. Je vais aussi voir les instituteurs si j'ai des enfants. Alors moi je fais pas tellement les enfants j'ai un suivi ou une spécificité sur l'adulte, sur les jeunes adultes. Mais chez les adolescents, il m'arrive d'avoir en consultation des adolescents. Je vais m'enquérir auprès des responsables. Ça peut être des responsables d'ateliers s'ils sont dans un cursus professionnel ou semi-professionnel. Je regarde, je demande comment c'est à l'extérieur. Donc en fait, je me fais un avis le plus objectif possible et ensuite j'aboutis ou pas à un diagnostic de TDAH, mais comme je le ferais pour n'importe quel autre trouble. Donc je suis pas en train de diagnostiquer quelqu'un faussement. C'est clair que si une personne me dit j'ai un peu de peine à me concentrer à l'école et j'arrive pas et je procrastine un peu, mais qu'il n'y a pas un impact réel et puis qu'il n'y a pas une souffrance majeure et puis que j'observe pas ces difficultés attentionnelles en dehors du cercle scolaire, puis qu'il n'y a pas ça avec les amis, il n'y a pas ça à la maison, les parents me disent mais c'est pas vrai, il n'est pas comme ça, on voit pas ces difficultés ailleurs qu'à l'école. Ça va être difficile de diagnostiquer un TDAH chez cet enfant. Mais à l'inverse, si tout le monde autour me dit « ouais mais c'est vrai, à la maison, à peine on mange le repas ensemble, il est rêveur, il est dans la lune, ou elle est rêveuse, elle est dans la lune, ou il a de la peine à rester à peine 5 minutes en place, il est tout le temps en train de bouger, il perd des trucs, il est tête en l'air, et tout le monde s'accorde à dire que c'est ça, et puis que j'ai exclu d'autres pathologies, il reste le TDAH. C'est ça. Alors justement, vous parlez de l'exclusion d'autres pathologies. C'est ça aussi la difficulté du TDAH, c'est qu'il y a on appelle des comorbidités. On peut parler de troubles associés. C'est un peu l'œuf et la poule, en fait. On sait qu'il y a beaucoup de syndromes anxio-dépressifs, donc qui peuvent aussi générer des formes de troubles de l'attention. J'imagine, en tout cas, de l'anxiété qui peuvent générer des formes de troubles de l'attention. Comment vous démêlez un peu tout ça ? Et puis nous redire les troubles associés qu'on voit souvent. Alors, ce qu'on va voir, ça va dépendre de l'âge. Chez les enfants, on verra beaucoup de troubles anxieux associés ou de troubles oppositionnels ou des troubles des conduites ou des troubles dépressifs. Chez l'adulte, on observera plus fréquemment des troubles de personnalité, des troubles dépressifs, des troubles anxieux, des abus de substances. Donc, il y a toutes les formes de dépendance aux diverses substances psychotropes. Et des troubles bipolaires. Donc on va avoir tout un panel de symptômes Quand chez l'adulte. Quand vous parlez de substances psychotropes, c'est non médicamenteuses, c'est-à-dire cocaïne, héroïne, alcool, cannabis, pas dans un cadre médical, donc un trouble de dépendance aux substances. Chez l'enfant, il y a encore le TSA, le trouble du spectre autistique, qui est aussi une comorbidité fréquemment observée, également chez l'adulte. Et là, le seul outil qu'on va avoir, c'est le même, si j'étais spécialiste du trouble bipolaire et puis que j'essaie d'exclure des comorbidités, c'est l'entretien clinique. D'accord. C'est lors de l'entretien clinique et lors de la pose de diagnostic ou de l'exclusion du diagnostic de TDAH, je vais m'enquérir d'autres difficultés et puis je vais voir si les symptômes ne sont pas mieux expliqués, par exemple par la consommation de cannabis ou par un trouble du sommeil ou par d'autres pathologies, parce qu'il y a aussi des pathologies somatiques qui peuvent expliquer les difficultés d'attention. Si j'ai d'énormes troubles du sommeil, comme des apnées du sommeil par exemple, ça va pouvoir se manifester par des difficultés d'attention, une tendance à l'hyperactivité, à l'impulsivité, de la dérégulation émotionnelle, etc. Donc mon job en tant que médecin, ça va être d'exclure toutes ces pathologies. Il faut que je sois sûr que ce ne soit pas une dépression, parce que ce serait complètement aberrant de traiter avec des psychostimulants ou d'autres stratégies un TDAH alors que ça n'en est pas un et que c'est une dépression. Ça n'aurait pas de sens. Mais une dépression qui peut dater de l'enfance ? On peut avoir des dépressions qui sont très anciennes. Après, et là vous avez raison, la dépression, normalement, il y a un début, il y a une fin, c'est un épisode. Donc moi, je vais me renseigner par rapport à tout ça. Si quelqu'un me dit, moi j'ai commencé à procrastiner, à avoir des difficultés à me concentrer, à plus être motivé à faire des tâches depuis 2 ans, parce que c'est suite à mon licenciement, puis au fait que j'ai été divorcé, puis que je me suis retrouvé à la rue, et puis j'ai plus aucune motivation, aucun plaisir à faire des choses, je dors plus, je rumine, je vais plutôt m'orienter vers une dépression qu'un TDAH. Oui.
À l'inverse, si la personne me dit ouais, j'ai ça maintenant et j'ai une dépression, mais j'ai l'impression que depuis toujours, j'ai eu de la difficulté à me concentrer et j'ai depuis toujours une tendance à procrastiner, et puis que j'arrive à retracer ça dans son histoire et que j'ai des confirmations de l'entourage, que ses carnets scolaires me confirment le truc, je vais dire, ouais, vous avez probablement eu une dépression et vous avez toujours une dépression actuelle, qui fait que c'est devenu plus compliqué, mais il faudra quand même qu'on regarde s'il n'y a pas un TDAH sous-jacent. Intéressant, donc ça veut dire que le diagnostic peut être long, combien de séances, combien de temps? Alors nous, c'est plusieurs séances. Après, ça peut être des fois très très simple, c'est quand même très très rare qu'en une séance on arrive à dire vous avez un TDAH et c'est sûr. Généralement ça demande 2, 3, 4, 5 entretiens pour aboutir à un diagnostic. Hein. Ouais. Donc c'est quand même une enquête, en fait, une enquête, on va dire comme une enquête policière, où je vais chercher des indices, regarder, évaluer, me renseigner sur l'impact des symptômes. Est-ce que c'est que dans une sphère de la vie de la personne, dans plusieurs sphères, quel est le degré de sévérité, etc. Parce que après, moi, je dois, sur la base de ça, me faire une idée de c'est ou pas un TDAH, et ça a des implications, parce qu'ensuite, il faut que je propose un traitement. Bien sûr. Mais c'est vrai que c'est assez rassurant de voir que l'intervention de l'homme et du médecin fait l'anamnèse de tout cet environnement, parce qu'on voit aujourd'hui, j'ai le sentiment, peut-être parfois des diagnostics assez rapides, sous forme de questionnaire, où on pose une étiquette. Est-ce qu'il faut un peu se méfier de... Alors ça, il faut se méfier. D'accord. Donc c'est vraiment, Oui. on ne peut pas faire un diagnostic de TDAH sur la base d'un questionnaire. Et comme vous l'avez très bien dit, hein, vous avez dit dans les comorbidités ou les diagnostics différentiels, Oui. si je suis déprimé et puis que j'ai une manifestation de la dépression qui est essentiellement sur les difficultés attentionnelles, etc., vous me donnez un questionnaire de TDAH, je le score positif. Ça ne veut pas dire pour autant que j'ai un TDAH. C'est ça. Vous ne pouvez pas faire un diagnostic de TDAH sur un questionnaire. Quelles sont les autres comorbidités, on va dire troubles associés au TDAH? On a parlé bipolarité, TSA, autisme. On n'a pas parlé de tout ce qui est 10. Alors oui, alors chez l'enfant, c'est vrai que ça m'est sorti. Vu que je ne suis pas spécialiste de l'enfant, hein, j'oublie un peu. Oui. Donc, il faut être attentif quand je dis des choses sur l'enfant. Il va manquer pas mal de puis, trucs. l'entretien est basé sur l'adulte. Hein, voilà, il y a une des plus fréquentes, si ce n'est pas les plus fréquentes comorbidités chez l'enfant, il va y avoir les 10. Hein. Donc dyscalculie, dysorthographie, dyslexie, etc. Donc, mais c'est souvent des troubles associés. Hein. Donc c'est à la fois des diagnostics différentiels, dans le sens qu'il faut que je sois sûr que les difficultés d'attention ne sont pas expliquées uniquement par une dyslexie, une dysorthographie. Mais ce qu'on observe le plus fréquemment, c'est que les deux vont ensemble. Oui. C'est une sorte de multidys, quoi, le TDAH, avec lequel on va retrouver les dyslexies, les dysorthographies et tout le collectif des 10. Hein. Donc quand on diagnostique par exemple un 10 chez un adulte ou chez un enfant, même si chez les adultes c'est peut-être plus rare d'aller dans ce diagnostic, est-ce qu'il faut tout de suite se poser quand même la question du TDAH? Oui, c'est bien de le faire. Mais à l'inverse, je pense que chez les enfants, le conseil serait aussi de se dire, si j'observe et que je pense à un TDAH, il faudrait que j'investigue la partie 10. La partie 10 ça va dans les deux sens. Dans les deux sens, ouais. Quand on se pose la question de ces symptômes que vous venez de décrire, quelqu'un qui nous entend pendant cette émission, qu'est-ce qu'il peut commencer par faire comme parcours? Vers quel professionnel de santé se tourner? C'est la grande question. Et puis, est-ce qu'aujourd'hui, on a l'équipement pour gérer cet afflux et ce flux de patients? Alors, chez l'adulte, ça va être normalement un psychiatre qui va... Après, vous pouvez aller chez il y a certains neurologues qui le font, mais ça va être essentiellement un psychiatre, psychologue éventuellement. D'accord. Qui vont être habilités à poser un diagnostic de TDAH. Il faut qu'ils aient l'expérience. Après, il faut avoir été entraîné quelque part, ou avoir eu ou suivi des cours sur le TDAH pour pouvoir être à l'aise dans la pose d'un diagnostic. Étant un trouble auquel on s'est intéressé, il y a eu un intérêt assez récent pour le TDAH adulte. Donc la plupart des psychiatres, psychologues installés n'ont jamais eu de cours sur le TDAH adulte, ne connaissent même pas. Donc vous allez avoir de la peine à trouver un spécialiste qui puisse poser un diagnostic. Ça, c'est probablement la limitation principale. Mais si on suspecte et puis qu'on pense avoir cette difficulté-là, et puis que vous êtes actuellement, imaginez que vous êtes suivi par un psychiatre qui ne connaît pas du tout,
faut pas rester avec l'avis que de ce psychiatre ou de ce psychologue ou de cette psychologue. Il faut aller voir ailleurs et puis consulter quelqu'un d'autre pour savoir si j'ai ou pas cette pathologie. Oui, bien sûr. Et c'est pareil pour d'autres troubles. Hein. Le TSA aussi, il y a un manque de spécialistes pour le trouble du spectre autistique. Hein. Il y a un manque de spécialistes pour le trouble de personnalité borderline. Donc qui sont des spectres assez larges en plus. Qui sont en fait, ou qui sont très prévalents en population générale. Et c'est un peu malheureux parce que on a des spécialistes en santé mentale qui ne sont pas formés à diagnostiquer ces pathologies, qui vont constamment voir dans leurs consultations. Ils sont très bons à diagnostiquer des dépressions, des troubles bipolaires, parce qu'ils ont été formés sur la détection et le traitement de ces pathologies-là. Mais les trucs qui sont extrêmement fréquents, comme le TDAH, le trouble de personnalité borderline, le TSA, ils ne savent pas diagnostiquer, ils ne savent pas traiter. Donc, et surtout, comme ils ne savent pas traiter, ils ne savent pas quoi en faire, ils évitent de poser le diagnostic. Et ça, c'est difficile. Hein. Vous avez le même problème chez l'enfant, hein, parce que trouver un bon pédiatre. Alors chez l'enfant, c'est pas que les pédopsychiatres, hein, c'est aussi les pédiatres ou neuropédiatres qui font le diagnostic, mais c'est pas facile de trouver des spécialistes alors que c'est des diagnostics qui sont pas très compliqués à poser. Hein. Quelles seraient un peu des grandes différences entre le trouble de spectre autistique, les personnalités borderline et puis le TDAH, si jamais vous deviez donner quand même des grandes caractéristiques entre les trois? Vous avez un tableau qui est assez intéressant dans le livre. Peut-être on pourra le publier. Oui, alors je pense que ce serait préférable parce que là, ça a tout un champ. On va dire la caractéristique du trouble de personnalité borderline, ça va être les difficultés interpersonnelles ou relationnelles marquées par de la dérégulation des émotions. Donc, c'est des émotions qui vont dans tous les sens, avec souvent des comportements dits autodommageables, scarification, brûlure, enfin, c'est des actes dirigés contre soi pour essayer de soulager la tension interne. Ça, on ne va pas observer dans le TDAH. Même s'il peut y avoir des difficultés interpersonnelles, ce n'est pas dans la liste des symptômes du TDAH. Dans le TDAH, on va avoir une dominante de difficultés attentionnelles, procrastination, distractibilité ou une hyperactivité, c'est le fait de parler beaucoup, interrompre les autres, prendre de la place. Puis on peut aussi avoir des pertes d'objets. Ça, il n'y aura pas du tout dans le trouble de personnalité borderline. Il n'y aura pas non plus dans le TSA. Dans le TSA, ou trouble du spectre autistique, ça va être plutôt des difficultés d'interaction sociale, mais plus dans le sens que je ne comprends pas les normes que les autres ont. Je vais avoir des intérêts restreints, c'est-à-dire des intérêts pour un seul et unique objet ou tâche ou sujet. Et puis je vais rester là-dedans. Et puis je peux avoir aussi des rituels, hein, et c'est souvent associé à des tics ou moteurs ou verbaux. Donc c'est assez différent. Après, les trois vont souvent être comorbides l'un à l'autre. Hein. Oui, c'est ça. Ah oui. Même si on ne parle plus trop d'Asperger aujourd'hui. Hein. Vous dites que ce terme-là, on évite. C'est un terme qu'on évite. Donc on le dit dans cette émission, comme ça on éduque en même temps. Voilà. Pourquoi d'ailleurs, vous pouvez nous dire? Alors moi je ne suis pas spécialiste du TSA, mais si j'ai bonne mémoire, je crois que c'était parce que Asperger, qui est le nom en fait de la personne qui a Hans Asperger, trouvé cette entité-là, a eu des connivences avec le parti nazi. Et donc on évite actuellement de... Comment on dit d'ailleurs maintenant? C'est tout trouble du spectre autistique à haut degré de fonctionnement. Mais je ne suis pas un spécialiste du TSA, donc de nouveau, je risque de me planter. Vaut mieux aller regarder chez un spécialiste. De ce côté-là. On avait dit qu'on reparlerait des HPI ou des HPE associés au TDA. Alors, effectivement, est-ce que c'est plus facile quand on a un TDAH d'être en plus un peu au potentiel parce qu'il va y avoir une compensation, ou est-ce que ça complexifie le sujet? Alors, c'est l'un et l'autre, on va dire. Dans un premier temps, ça risque de masquer les difficultés attentionnelles. Hein. Si j'ai essentiellement la difficulté d'attention, si j'ai un haut potentiel intellectuel, je vais pouvoir ne pas écouter en classe ou écouter juste ce qu'il faut. Et puis j'arriverai à passer les années malgré même parfois des difficultés attentionnelles sévères. Ah oui. Et donc ça va apparaître que plus tard, hein, quand il va falloir que je fasse des tâches rébarbatives, ennuyeuses, pour lesquelles mon haut potentiel n'a aucun intérêt. Payer les factures, ranger la maison, faire des repas, planifier, organiser des vacances. Hein. Je peux être tout intelligent que je veux, c'est pas une aide conséquente pour ces tâches-là. Et donc ça peut se manifester à ce moment-là.
ou quand on va dire, les exigences cognitives sont plus importantes. Moi, j'ai pas mal d'universitaires où ça apparaît à ce moment-là, Oui. où tout à coup, il faut planifier et organiser un master, par exemple, qui demande une planification sur 1 an. Je ne peux pas tout faire au dernier mois. Ça joue plus. Oui, Donc, quand on découvre le cours last minute, il y a des moments où ça peut plus. avoir ses Donc, limites quand même. Ça Ouais, marchait on est d'accord, peut-être oui. on va dire en école primaire, au lycée avant, puis quand on arrive à l'uni, ça devient plus compliqué. Oui. Après, il a un autre souci, le haut potentiel. Ça, c'est plutôt l'avantage, on va dire, d'avoir un haut potentiel. Le dark side ou le côté un peu négatif, Oui. c'est le fait qu'en fait, comme j'ai de la facilité, je ne vais pas apprendre à faire des tâches ennuyeuses, rébarbatives à l'école. Donc, j'apprends pas tous les soirs à me poser et puis à devoir travailler régulièrement. Et donc, je ne fais pas cet apprentissage qu'un travail régulier a un bénéfice. Dans ma conception du monde, comme tout est facile, je peux tout faire au dernier moment. Et donc, en fait, les deux, alors le HPI n'est pas un trouble, mais les deux entités, le TDAH et le HPI, vont se potentialiser. Et généralement, si on a un TDAH assez sévère, on va être au final plutôt embêté d'avoir eu un haut potentiel, parce que ça n'a pas permis de mettre en place des stratégies plus tôt. C'est pour ça d'ailleurs, j'imagine que souvent les hauts potentiels ne se reconnaissent pas dans le HP parce qu'ils se disent mais non, j'ai l'air neuneux quand j'essaye de faire des tâches, si j'étais intelligent, j'y arriverais. Ah ouais. Bon, après, le HP, c'est un test de QI qu'il faut faire dans un centre, etc. Mais c'est une valeur, c'est en dessus de 130 de QI total. Et c'est vrai qu'on peut avoir un QI de 154 et puis être incapable de faire ses impôts à temps et puis d'avoir des poursuites et des dettes phénoménales parce qu'on est juste incapable de faire des tâches relativement simples. Oui. Mais parce que là, le QI sert à rien. Alors ça pourrait être un HPE, c'est-à-dire avec ce côté hétérogène justement qui peut ne pas être détecté chez les HPI intellectuels. Alors c'est pas tout à fait HPI, le même. Je suis pas très à l'aise avec c'est le haut potentiel émotionnel, c'est ça? Hétérogène. Ou hétérogène. C'est-à-dire que sur les 4 items, il y en a deux qui peuvent être, c'est-à-dire qu'on peut avoir des items on peut avoir ce qu'on appelle d'après ma compréhension, QI disharmonieux. Oui, c'est ça, exactement. C'est-à-dire qu'on va avoir une force, par exemple, en QI verbal, et puis être assez faible en mémoire de travail, ou en vitesse de traitement, ou d'autres indices, ce qui fait que le QI n'est pas à 130. Après, il ne peut pas être à 100 non plus, mais il sera plutôt autour des 120. Mais parce qu'on pêche sur les items qui testent ou évaluent indirectement les capacités attentionnelles. Exactement. Donc oui, mais après, la personne, elle est quand même embêtée par ses difficultés attentionnelles, et puis il y a un impact réel, et ça reste un TDAH. C'est ça. Alors si on va venir évidemment aux solutions parce que c'est ça qui nous intéresse. Je regarde si on a bien. Vous avez le sentiment qu'on a réussi à bien définir déjà, ou il nous manque des choses c'est bien. à ce stade, c'est bien. Alors évidemment, ensuite il y a plusieurs voies qui peuvent être soit associées en termes de thérapeutique. On va peut-être parler d'abord de la Ritaline parce que c'est quand même le grand sujet lié à ça. Mais la Ritaline associé à d'autres choses et d'autres thérapies, notamment sur lesquelles vous faites de la recherche et que vous avez aussi contribué à développer. Peut-être commencer sur la Ritaline qui corrige les troubles, mais ne soigne pas en tant que telle, mais par contre, elle aide à soigner des choses si on l'associe par exemple à d'autres thérapies. Est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà les mécanismes? Alors, il n'y a pas que la Ritaline, mais déjà, quels sont les traitements peut-être allopathiques en termes médicamenteux? Oui, alors, dans les traitements médicamenteux, si on parle de ça. Oui. Alors, la Ritaline, c'est un nom de marque. Oui, c'est un nom de marque, effectivement. C'est comme je préfère le dire. Non, mais il faut le dire. C'est devenu presque un terme générique. Parce que c'est devenu un terme générique. Je pense que Novartis sera très content d'avoir... Non, mais on n'est pas là pour faire de la pub, vous avez raison. En gros, la substance à l'intérieur, c'est du méthylphénidate. C'est un dérivé de cocaïne ou de psychostimulant. C'est un stupéfiant. C'est un stupéfiant. Et vous avez plusieurs marques. Alors en Suisse, on a Medikinet, Equasim. En France, Focaline. Enfin, j'imagine que c'est à peu près les mêmes noms, un peu variants en France. Il y a le Concerta aussi. Mais c'est tous du méthylphénidate. À côté de ça, vous avez aussi les dérivés amphétaminiques, mais qui vont agir à peu près de la même manière. Donc, ils vont stimuler le cerveau et essentiellement favoriser la libération de dopamine et de noradrénaline. Ces deux substances stimulantes et qui vont donc participer à un éveil, à une amélioration de la concentration. Ils vont aussi permettre à l'enfant qui a toujours, ou à l'adulte, toujours besoin de bouger, qui n'arrive pas à s'arrêter, à être plutôt intéressé à une tâche et à se calmer et à avoir l'esprit concentré et focalisé sur
ce qu'il doit faire et pas sur des trucs qui sont plus intéressants, comme parler avec mes potes. Si je prends du méthylphénidate ou un dérivé amphétaminique et puis que j'ai une difficulté attentionnelle ou une tendance à me disperser dans tous les sens, je vais être focalisé, concentré sur la tâche que je suis en train de faire. Donc c'est des traitements qui marchent très très bien. Parmi les traitements en psychiatrie, c'est parmi les mieux, voire les meilleurs traitements qu'on ait. En termes de... On a du recul en plus dessus. On a pas mal de recul. On a des dizaines et des dizaines d'années de recul sur ces traitements-là, avec très peu d'effets secondaires. Il n'y a pas de dépendance, il n'y a pas de tolérance, il y a quelques difficultés. Il faut être juste attentif au système cardiovasculaire, c'est-à-dire d'être sûr qu'il n'y a pas des antécédents cardiovasculaires dans la famille. On a un petit risque avec une augmentation de l'hypertension artérielle, mais autrement, les effets secondaires sont extrêmement faibles. Même sur du long terme. Même sur du très long terme. Alors, sur le très long terme, sur les quelques études qu'on a à très long terme, on a plutôt des effets même très positifs sur le système cardiovasculaire, paradoxalement. Parce qu'en fait, comme un des effets secondaires, c'est l'anorexie. Donc, c'est-à-dire que ça, dans le sens, pas anorexie pathologie, mais ça coupe l'appétit. C'est anorexigène. On va perdre du poids, on va moins manger, on va être aussi plus stable d'un point de vue émotionnel et du point de vue attentionnel, et donc on va moins être tenté de manger pour pallier à ces difficultés attentionnelles ou pallier à ces dérégulations émotionnelles, et donc on améliore le fitness cardiovasculaire. Donc ça, c'est intéressant. On prévient aussi, si on traite suffisamment précocement les personnes qui souffrent de TDAH, de devenir dépendants à d'autres substances. Donc, ce qu'on observe dans les études longitudinales ou prospectives, c'est que les personnes qui n'ont pas été traitées et qui avaient un TDAH ont un fort risque d'être dépendants à des substances, dans cannabis, alcool, cocaïne, amphétamine sur le marché noir. Et alcool, nicotine, j'imagine aussi. Et nicotine, café aussi, tout ce qui est psychostimulant. On prévient en fait ces dépendances si on traite suffisamment tôt. Donc il y a vraiment un intérêt au traitement médicamenteux, sachant qu'on n'a rien de plus efficace. Je veux dire, que ce soit chez l'enfant ou chez l'adulte, ça marche tellement bien que c'est difficile de trouver d'autres choses qui pallient à ça lorsque le TDAH, aussi bien lorsque le TDAH est relativement sévère. Quand vous avez Ce qui veut dire que c'est des gens qui qui peuvent être à vie. Alors à vie, oui et non. Alors, et après, vous avez raison, pour rebondir sur l'introduction que vous avez faite tout à l'heure. Oui. C'est pas des traitements qui traitent. On n'a pas d'évidence que le trouble disparaît. Voilà, que ça soigne. Que ça soigne. C'est comme si vous avez un rhume des foins tous les printemps. Tous les printemps, vous allez avoir votre rhume des foins. Vous allez prendre un antihistaminique pour pallier à ça. Alors, ça n'a jamais posé de problème à tous ceux qui décrivent le TDAH et la prise de psychostimulants, que des enfants prennent des antihistaminiques parce qu'ils ont du rhume des foins, mais il pourrait aussi se poser la question, est-ce qu'on doit traiter tous ces enfants qui ont mal à la tête et puis qui ont le rhume des foins, puis qui ne peuvent pas aller à l'école, est-ce que c'est bien qu'on leur donne des antihistaminiques parce que ça reste aussi des médicaments. Et là, ça ne pose pas de souci. Non, c'est bien de le poser comme ça aussi. Donc voilà, en fait, c'est comme pour un diabète. C'est comme si je prends de l'insuline. Peut-être parce qu'aux États-Unis, on a cette image des US où il y a eu quand même des abus. Alors il y a eu, Moi, j'ai vécu aux États-Unis et je me souviens d'avoir discuté avec une pédiatre, pédopsychiatre, qui me disait, qui était assez jeune et qui me disait, je me pose la question d'arrêter aujourd'hui mon métier. J'ai tellement de parents qui veulent que leurs enfants travaillent bien à l'école et qui me demandent ces neurostimulants. Et ça, c'est la dérive qu'il faut qu'on évite en Europe. Et c'est juste. Donc il faut qu'on soit attentif à ça. On est d'accord. Oui. Il y a clairement eu une surprescription et un surdiagnostic aux États-Unis, et en Europe, il y a un risque quand même. Il faut être attentif à ça. Il ne faut pas en arriver et de nouveau, il ne faut pas prescrire ces traitements-là médicamenteux, de même qu'il ne faudrait pas diagnostiquer d'un TDAH si on n'a pas les symptômes tels que décrits dans les livres de référence, avec l'impact et tous les requis pour poser un diagnostic. Faut-il avoir les professionnels de santé formés? Faut-il avoir les professionnels de santé formés pour ce faire? Et aux États-Unis, le problème qu'il y a eu, c'est qu'une bonne partie des pédiatres, neuropédiatres et psychiatres n'étaient pas formés.
et ont surdiagnostiqué. Mais comme on l'a eu, et on en parle beaucoup moins, mais pour le trouble bipolaire, on a eu exactement la même histoire aux États-Unis, avec des connivences avec des boîtes pharma pour la prescription, en l'occurrence, d'une substance qui s'appelait le Olanzapine chez des enfants de 5 ans. Mais là, on n'a pas eu autant de presse qu'autour des psychostimulants comme le méthylphénidate ou les dérivés amphétaminiques. C'est la même substance pour la bipolarité, ce sont des stupéfiants? Non, pour la bipolarité, c'est vraiment des neuroleptiques. C'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas eu autant de polémiques. C'est possible. Après, il y a d'autres raisons qui sont différentes. Il y a quand même un focus sur le TDAH comme une pathologie inventée pour essayer d'expliquer des déviances un tout petit peu de la norme d'enfants qui seraient tout à fait normalisés si on offrait un environnement tout à fait stable. Alors, je défie les personnes qui disent ça, d'avoir un enfant hyperactif qui bouge tout le temps, puis qui parle tout le temps, et puis qui casse tout, puis qui oublie tout, et puis qui est intenable, et puis qui dort pas la nuit, de fournir l'environnement même le meilleur, ils n'y arriveront pas. Sans traitement médicamenteux, dans des contextes de TDAH sévères, c'est impossible. Donc c'est bien de le repréciser. De même que chez l'adulte. Chez l'adulte, vous pouvez... on n'a pas d'études qui montrent chez l'adulte, par exemple, que les stratégies non médicamenteuses marchent sans traitement médicamenteux. Donc Alors oui, c'était un peu voilà, ma question. Donc ça, c'est l'autre chose. C'est-à-dire qu'il existe d'autres approches. Et là, on peut vraiment séparer les enfants des adultes. Chez l'adulte, la première ligne de traitement, c'est très rapidement le médicament. La personne est en souffrance depuis de nombreuses années, on détecte le trouble, on essaye de s'assurer que des petits aménagements environnementaux ne permettent pas de surseoir aux symptômes. C'est rarement le cas. Comme par exemple essayer d'améliorer l'hygiène de sommeil, améliorer l'activité sportive, etc. Mais c'est une minorité chez qui ça va marcher. Ce qui est bien de faire par ailleurs. Mais il faut de toute façon le faire. Mais on va très rapidement passer sur les traitements médicamenteux. Auquel on peut rajouter, si le traitement médicamenteux n'est pas suffisant, ou qu'il y a des effets secondaires, qui peuvent ne pas être supportés, ou que la personne ne veut pas de traitement médicamenteux, offrir une prise en charge psychothérapeutique ou coaching, et la psychothérapie, c'est essentiellement cognitive ou comportementale, c'est un enseignement de compétences. Donc c'est plutôt les TCC ? Oui, plutôt les TCC. Donc comment apprendre à mettre en place des stratégies pour pallier à tel ou tel symptôme du trouble. Alors, sans traitement médicamenteux, ça marche très moyen, voire pas. On n'a pas d'évidence impressionnante. C'est comme si ça ne s'intégrait pas, en fait, c'est ça ? C'est-à-dire que je suis en train d'offrir à quelqu'un un soin qui consiste, grosso modo, en des cours. Donc, venir suivre des cours dans des groupes pour TDAH, puis ensuite faire des tâches à domicile, et puis de venir discuter avec un thérapeute individuel de ces tâches. Est-ce que je les ai faites, je les ai pas faites, etc. Donc je suis en train de lui donner des tâches administratives chez quelqu'un qui vient chez moi parce qu'il ne peut pas les faire. Donc c'est exactement. Donc on peut comprendre. Faites de la mindfulness ou faites de la méditation à chez quelqu'un qui est tout le temps en train de bouger et qui a un flux de pensée incessant. C'est compliqué. Donc c'est clair que s'il n'a pas une béquille pour pouvoir bénéficier de ce traitement-là, ça ne veut pas dire que ça ne marche pas, parce que ce qui a été démontré, c'est que ça marche en association avec le traitement médicamenteux. Mais en gros, c'est comme si vous vous êtes fracturé la jambe complètement, et puis que je vous dis, allez faire de la physio pour bouger votre jambe. Et puis vous n'avez pas de canne, vous n'avez pas d'attelle, vous n'avez rien du tout. Vous n'allez pas pouvoir faire de la physio parce que votre jambe, vous ne pouvez pas la bouger. Parce que moi, il faut justement pas que je bouge ma jambe parce que je me suis cassé. Donc pour que le physio puisse travailler, il a besoin de béquilles, il a besoin d'attelles, il a besoin de support physique pour que le patient puisse bénéficier de l'enseignement de la physiothérapie. Je ne sais pas si vous appelez ça comme ça en France, en physiothérapeute. On dit kiné. Moi, j'habite en Suisse, mais on dit kinésithérapie. Kinésithérapie. Mais c'est le même principe. Donc, chez l'adulte, pour pouvoir bénéficier pleinement d'un enseignement, d'un coaching, d'un enseignement de psychothérapie qui consiste en un enseignement de compétences, il est préférable d'avoir un traitement médicamenteux. Chez l'enfant, c'est un peu différent. Parce qu'on sait qu'il y a quand même un impact important, avant d'instaurer un traitement médicamenteux,
des aménagements environnementaux, c'est-à-dire tant à l'école, mettre l'enfant devant, enseigner à l'instituteur ou au professeur que l'enfant a un TDAH, donc qu'il soit attentif s'il est distrait, que quand il rend son épreuve, l'instituteur regarde bien que le verso de l'épreuve ait été également rempli, de revoir les consignes avec l'enfant pour être sûr qu'il a bien lu qu'il a bien compris la consigne du premier exercice, du deuxième exercice, etc. De même qu'à la maison, on va faire un enseignement avec les parents, donc il y a de la psychoéducation parentale, dans laquelle on va apprendre aux parents à être plutôt patients, à pas forcément à demander à l'enfant de se mettre au travail quand il rentre de l'école alors qu'il est déjà complètement crevé de 5 heures ou 6 heures de s'être concentré à l'école, de tout de suite se mettre au travail et puis tout de suite travailler 2 heures. On va parce que ça peut entraîner une hyperfatigabilité. C'est ça, donc en fait on psychoéduque quelque part les parents et on leur donne des outils et ça peut suffire chez l'enfant, hein. On peut réaménager l'environnement aussi, la pièce, la chambre, comment est-ce qu'il travaille. On va faire de la psychoéducation sur les écrans, sur le sommeil, sur la pratique de sport, etc. Et ça c'est vraiment quelque chose qui est conseillé de faire avant l'introduction des traitements médicamenteux chez l'enfant. Sachant que la Ritaline, enfin je reviens sur la Ritaline, mais en tout cas la substance, on va dire, je me souviens plus méthylphénidate. C'est pour ça qu'il est certainement moins populaire, c'est qu'il est plus difficile peut-être à retenir ou à prononcer. Pas pour vous, évidemment, c'est votre quotidien. Oui. Non, après, la Ritaline a été le premier, hein, donc, qui a été synthétisé, je ne sais plus, en 1950 ou quelque chose comme ça. Oui, donc c'est pour ça qu'on a retenu ce nom générique. On le connaît depuis très très longtemps. Les autres sont venus beaucoup plus tardivement. Donc mais on sait que chez les enfants, ça pourrait éventuellement un peu ralentir la croissance. C'est pour ça qu'on évite plus à le donner. Non, c'est pas qu'on évite. Chez l'enfant, alors je vais venir sur les effets secondaires, est-ce que ça réduit la croissance ou pas? Oui, comme effet secondaire, il y a un petit impact sur la taille, hein, qui est de l'ordre de 2 cm. Si c'est pris en continu, généralement ça peut être parfois conseillé de faire des pauses pendant les vacances d'été. Pas complètement démontré qu'on récupère la taille. Probablement oui, mais voilà. Encore un peu flou. Il faut voir, il y a un impact sur la taille, mais qui n'est pas majeur. Non, le traitement, il va surtout aider. Pourquoi est-ce qu'on évite? Je reviens sur la question, pardon. Oui. Chez les enfants, on va éviter de toute façon de donner des traitements médicamenteux. Si on peut éviter, c'est mieux, quels que soient les traitements médicamenteux. On devrait se poser tout le temps la question, mais pas que pour les psychotropes, c'est-à-dire pas que pour des traitements de pathologie psychiatrique, mais pour tout traitement médicamenteux. Oui, se poser la question sur les des anti-inflammatoires, hein. Des antibiotiques, etc. Il y a eu des surprescriptions d'antibiotiques, alors moins en Suisse, mais beaucoup plus en France. Hein. On en revient un peu d'ailleurs, hein, complètement. Où on a généré des résistances phénoménales à des bactéries, c'est parce qu'on a prescrit ça à tire-larigot sans jamais se poser la question est-ce que c'est bien ou pas. Et ça a des effets secondaires. Donc on va essayer d'éviter quand même, et si on peut faire sans traitement médicamenteux, c'est bien. Après, si vous avez fait tous ces aménagements et puis qu'au bout d'1 mois et demi, il n'y a absolument rien qui se passe, et puis que l'enfant est en détresse absolue, que les parents sont en train de divorcer parce qu'ils n'en peuvent plus de gérer leur gosse, et puis que le gosse se fait en plus harceler à l'école parce qu'il n'arrête pas de parler, etc. Faut pas non plus se dire on va surtout pas donner un traitement médicamenteux. Je veux dire, à ce moment-là, il faut vraiment, pour le bien de l'enfant, pour son devenir, le traiter et ne pas hésiter à donner un traitement médicamenteux. Là, parce que là, on rentre dans des zones de souffrance extrême. Ouais, et moi, je les vois après. Hein, parce que tous ces beaux discours sur on file pas des traitements médicamenteux chez l'enfant et puis surtout pas la Ritaline, si on reprend ce terme-là, c'est bien joli, mais ils ne voyaient pas les patients que moi j'ai vus adultes après. Mais comment c'est possible? Moi, les patients me disent parfois, mais comment c'est possible que mes parents n'aient jamais voulu me donner un tel traitement? Vous m'avez donné ça, et c'est terrible parce que le méthylphénidate ou les dérivés amphétaminiques, en un jour, vous voyez la différence. Et quand on a un TDAH très sévère, j'ai des patients qui viennent, pas mal parfois, hein, qui pleurent en disant « mais c'est la première fois de ma vie que je suis capable de lire un livre ou une partie d'un livre en sachant ce que je suis en train de lire. Vous vous rendez pas compte ».
de tous les efforts que j'ai faits toute ma vie. Ma vie, j'ai foiré mes études, je me suis planté, j'ai été en difficulté toute ma vie parce qu'on n'a pas voulu me donner ce traitement-là. Mais c'est des criminels, ces gens-là. Ils foutent la vie en l'air de patients. Il faut qu'ils viennent voir tous ceux qui critiquent la prescription chez les enfants. Alors je dis quand c'est bien fait, hein, mais qui critiquent et qui sont absolument réfractaires à donner ce type de traitement, il faut qu'ils viennent voir les adultes que moi je vois, qui n'ont pas été traités enfants. Hein. Avec toutes les comorbidités. Et puis après, ça génère des troubles de personnalité, ça génère... Parce que quand vous laissez un enfant se faire harceler continuellement en échec à l'école, qui fait des efforts phénoménaux et dont le seul retour qu'on lui dit c'est « Putain, mais regarde les autres, ils sont capables de... C'est quand même facile de lire, c'est quand même facile de te calmer, arrête de parler tout le temps », et qui constamment reçoit ce type de message, ça génère des troubles de personnalité plus tard, ou ça déprime. Il y en a qui vont se suicider. Alors c'est cool de ne pas avoir donné de traitement médicamenteux, hein, mais si l'outcome il est que j'ai un trouble de personnalité borderline ou antisocial, parce que le nombre qui finissent en prison, c'est 25% des personnes incarcérées ont un TDAH non traité. C'est énorme. Sachant que vous dites aussi, d'ailleurs très bien dans le livre, que souvent les TDAH se marient entre eux. Ouais, donc c'est un peu plus joyeux. Ce qu'on appelle une agrégation du trait. C'est ce qu'on appelle une agrégation. Et donc ils vont avoir les enfants qui ont un TDAH. Ils vont faire des petits TDAH, forcément. Enfin, on imagine, même si c'est pas héréditaire. Il y a assez héréditaire. Donc il y a une forte chance qu'ils aient des enfants souffrant de TDAH. Alors sur les solutions, parlons peut-être aussi de ce que vous avez, la recherche que vous avez faite et ce que vous avez développé en termes de thérapie autour de ça, alors associé ou pas au traitement, on vient d'en parler, mais en tout cas on voit que ça fonctionne mieux. Je pense aussi aux jeunes adultes par exemple. Ouais, alors nous ce qu'on fait, entre deux, alors on propose bien évidemment la thérapie cognitivo-comportementale, mais à côté de ça, on a développé des approches basées sur le neurofeedback. Oui. Qui sont des approches alors ça c'est très intéressant via l'ordinateur, hein, donc c'est un entraînement attentionnel. En fait, ce que je fais sur la base d'un casque EEG, donc je mesure en fait les ondes cérébrales. Les ondes cérébrales vont aller dans un ordinateur et vont être traduites sous la forme d'un jeu vidéo ou d'une image que je peux regarder. Nous, ce qu'on a, c'est un film qu'on regarde, et si les ondes cérébrales témoigne d'une faible concentration, en fait, l'écran s'éteint. Et pour que je maintienne l'écran, il faut que je sois concentré, attentif, etc. Donc, c'est un entraînement à la concentration. C'est un entraînement aussi pour détecter soi-même de manière intuitive quand est-ce que je suis en train de lâcher au niveau attentionnel. Je décroche, hop, je reviens. Exactement. Donc, c'est cet entraînement-là. Donc, ça, c'est une des choses qu'on fait. Hein, donc, ça montre que le cerveau peut être entraîné. Le cerveau peut être entraîné, De même que sous substance, hein, quand il y a un traitement médicamenteux, ça entraîne aussi. Ça permet un entraînement. Hein. D'avoir finalement un feedback positif. Si j'arrive à faire cette tâche administrative quand je suis sous médicament, mon cerveau, il va moins appréhender cette tâche. Exactement. Et donc finalement, j'apprends à faire la tâche. Ce qu'on voit dans les études, hein, c'est que les patients ne vont pas forcément prendre un traitement continu. Donc ils vont, au bout d'un moment, le fermer, enfin arrêter le traitement d'eux-mêmes parce qu'ils ont appris en fait certaines compétences. Et ils ont appris que de faire mes traitements régulièrement ou de prendre mon traitement régulièrement me permet de faire des tâches régulières et que j'ai un bénéfice à long terme ou à moyen terme de, par exemple, payer mes factures à temps. Et puis au bout d'un moment, j'apprends ça et j'ai plus besoin du traitement médicamenteux. Ça veut dire que le cerveau, il arrive à refaire quand même ses connexions. Il reconstitue des choses. On apprend, on va dire, plutôt. Parce qu'en fait, de nouveau, hein, c'est un trouble neurodéveloppemental. Oui. On va pas traiter. Ce trouble va pas disparaître. C'est comme une neurotoxicité quelque part ? Non. Non, alors si on devait faire une analogie, c'est comme si il vous manque un bras. Vous êtes né sans un bras, il va falloir que vous appreniez à faire sans. Ou que vous avez un œil qui voit pas. Donc vous apprenez à faire sans l'œil qui voit. Alors c'est un mauvais exemple parce que dans l'œil qui voit pas, vous allez depuis tout petit avoir le cerveau qui va compenser pas mal. Mais on sait que les gens aveugles, par exemple, arrivent à avoir des perceptions comme certains animaux aujourd'hui. Ouais. Alors là, ce ne sera pas forcément le cas. Ce qu'on va faire, c'est que le trouble va persister. D'accord. Donc vous serez toujours fragile. Ouais, à vie. Vous aurez toujours cette tendance à avoir de la peine à faire des tâches administratives. Vous aurez toujours tendance à vouloir parler trop, tendance à l'hyperactivité, etc. Mais vous apprenez
en fait, que c'est peut-être pas bien de parler tout le temps et de dire tout haut ce que je pense. Vous apprenez que c'est peut-être bien de faire les tâches de manière régulière parce que j'ai pas des conséquences à moyen long terme comme des poursuites ou n'importe quoi. Donc j'apprends ça et c'est ce qu'on enseigne en fait aussi en thérapie. Hein. Donc on va enseigner, on va coacher, on va aider pour que le patient puisse observer le gain à moyen long terme. Parce qu'en fait, c'est ça qui se passe dans le TDAH. Il y a des auteurs, j'aime bien le terme, qui parlent de myopie du futur. C'est-à-dire que je ne suis pas capable d'observer les conséquences à moyen long terme de mes actions. Ouais, moi, je ne dépends que de la récompense immédiate. On doit réenseigner ça. Et le traitement médicamenteux, il aide, c'est comme si on mettait des lunettes, hein, il aide à voir plus loin. Et si je peux le prendre suffisamment longtemps et suffisamment fréquemment, au bout d'un moment, j'ai plus besoin du traitement médicamenteux. Et c'est ce qu'on essaie d'enseigner dans les thérapies qu'on fait. Donc on a d'autres thérapies, il y a la pleine conscience qu'on fait. Donc le neurofeedback, vous êtes vraiment pour, vous dites ça fonctionne. Alors je dis pas que ça fonctionne. De nouveau, hein, on n'a pas d'évidence que c'est un traitement miraculeux qui peut remplacer le traitement médicamenteux. C'est intéressant parce que c'est une alternative au traitement pharmacologique. Donc il faut avoir un panel d'autres trucs à offrir et nous on observe quand même chez certains patients un bienfait, donc il y a une amélioration, chez d'autres pas du tout. Si on fait une moyenne, il n'y aura pas d'amélioration, mais c'est peut-être pas suffisamment fin, il n'y a peut-être pas suffisamment d'études et il y a peut-être un collectif de patients qui pourraient bénéficier du neurofeedback. Combien de séances? Peut-être quelques séances pour voir si ça fonctionne? Il faut quand même un certain nombre de séances, 12, 15, 30 séances. D'accord. Donc c'est quand même quelque chose, c'est un entraînement régulier, hebdomadaire. Il faut le faire quotidiennement pendant un certain temps pour qu'on ait une efficacité du neurofeedback, en tout cas tel que nous on l'observe. D'accord. Pour les thérapies type TCC, c'est plutôt sur 1 an. À raison d'une fois par semaine, quelque chose comme ça, pour pouvoir avoir un impact quand même. D'accord, donc il faut être prêt aussi à le faire. Il faut être prêt, c'est exigeant, de toute façon, que ce soit le neurofeedback, que ce soit la TCC, que ce soit la pleine conscience, parce qu'il y a des thérapies basées sur la pleine conscience qui ont été développées et puis qui marchent aussi pas mal. C'est apprendre à s'observer, observer son attention, observer ses émotions, essayer d'avoir une capacité aussi à ramener son attention et puis être concentré dans l'ici et maintenant. Donc c'est des exercices basés sur la méditation. Mais ça marche bien aussi. Mais de nouveau, on n'a pas d'évidence spectaculaire que sans traitement médicamenteux, ce soit hyper efficace. C'est ça. Ouais. Mais ça reste des alternatives qu'il faut pouvoir proposer aux patients. Oui. Et nous, on a encore récemment développé une thérapie basée sur la mentalisation, qui est une approche plutôt d'orientation psychodynamique, pas du tout TCC, et qui est d'essayer d'améliorer la mentalisation. Donc c'est la capacité à percevoir les états mentaux, émotions, pensées, désirs, volonté de soi et d'autrui. Et donc de pouvoir se dire qui c'est que j'ai en face de moi, qu'est-ce que ça fait quand je ne le regarde pas parce que je suis en train de regarder le ciel, parce que je trouve que les oiseaux là-haut sont magnifiques. Oui, on imagine bien l'étudiant en classe. Comment l'autre perçoit ça et d'être plus attentif à ce qu'on appelle la mentalisation autrui, c'est-à-dire de mieux percevoir l'impact aussi de soi. Donc déjà observer soi, mentaliser que mon esprit est en train de partir ailleurs, observer que telle émotion me génère telle difficulté attentionnelle ou telle tendance à vouloir parler trop, à interrompre l'autre, et qu'est-ce que ça a comme impact sur l'autre. Ça, c'est la thérapie basée sur la mentalisation. Ça a à voir aussi avec la régulation émotionnelle et tout ce champ de régulation. Ouais. Alors nous, on met beaucoup l'accent là-dessus. La méthode Tipeee, il y en a plein. Alors nous, on met beaucoup l'accent sur la régulation émotionnelle. Dans l'approche TCC qu'on fait, on a tout un pan de régulation émotionnelle qui, à l'origine, n'était pas du tout un sujet d'intérêt des personnes dans le domaine du TDAH à travers le monde. La plupart des approches psychothérapeutiques pour le TDAH ne se sont jamais réellement intéressées aux émotions. Et la première à vraiment avoir fait ça, c'est Alexandra Philipson, qui est une chercheuse aussi qui vient du monde borderline et qui a développé un soin en fait basé sur le soin des borderline pour les TDAH. Qui s'appelle comment? Alexandra Philipson. Et sa méthode? C'est la TCD, thérapie comportementale dialectique, adaptée aux patients TDAH, donc dans lesquels il y a un gros focus en fait sur la régulation émotionnelle. Et en fait, ça marche
pas mal. Les patients sont très intéressés en fait par la régulation émotionnelle, se reconnaissent pas mal dans le lien entre les difficultés attentionnelles et les émotions. Et donc nous, on fait plutôt cette approche-là. Donc on a fait un mélange à la fois d'approche TCC et d'approche TCD. Et les patients qui, au départ, se disent « ouais, mais moi, j'ai pas de problème à réguler mes émotions, c'est tout bon, j'ai surtout des problèmes à procrastiner », en fait, quand ils font notre année de suivi chez nous, ressortent et disent bon, « le module qui nous a le plus intéressé, c'est celui sur la régulation des émotions. » Parce que finalement, je me reconnais à fond dedans. Alors, ça mène à une question, parce que je suis tellement passionnée par ce que vous dites que je ne regarde même pas mes 3 feuilles de questions, on parle beaucoup en ce moment d'hypersensibilité. Ça a été beaucoup popularisé en France, notamment par les travaux de Hélène Aron aux États-Unis, repris par des psys comme Saverio Tomasella, des philosophes comme Fabrice Midal, etc. C'est pas un trouble, l'hypersensibilité. Aujourd'hui, c'est pas bien défini. On met tout un peu là-dedans, mais quand même, on voit cette espèce de porosité, cette sensibilité au monde. Chez les TDAH, ça peut donner quoi? Qu'est-ce que vous pensez d'ailleurs du lien entre les deux? Alors, l'hypersensibilité, alors faudrait-il encore pouvoir déterminer ce que ça veut dire, hein. C'est une hypersensibilité émotionnelle ou une hypersensibilité tactile ou sensorielle, enfin j'imagine que c'est émotionnel. Alors, pour moi, ça veut tout et rien dire, parce que je peux être hypersensible et pas avoir de trouble, et puis je peux être hypersensible émotionnel et puis avoir un trouble hyper sévère. Le danger de ce genre de vulgarisation de concept, c'est que des patients hyper sévères se reconnaissent dedans. Et en fait, n'aillent pas se faire traiter. Et je pense qu'il y a moins le risque pour les TDAH, mais surtout le risque pour les troubles de personnalité borderline. On va retrouver, et puis où les patients vont plutôt se retrouver là-bas dedans, et puis vont sortir des systèmes de soins. Et puis ça, je pense qu'il y a un danger. Mais l'hypersensibilité, les patients TDAH, ce qu'on a surtout démontré, c'est une dysrégulation émotionnelle. Ça veut dire qu'ils vont en effet être plus sensibles à des stimuli affectifs. Donc l'émotion monte rapidement. Mais ils sont activés rapidement. Ils sont activés rapidement, mais ils peuvent aussi faire redescendre très rapidement la tension émotionnelle en chassant l'émotion ou en agissant. C'est-à-dire que ils vont par exemple avoir un ordinateur qui marche pas très vite, etc. Ils vont péter l'ordi. Puis bon, c'est réglé, j'en rachète un. Et donc c'est pas forcément que ça dure très longtemps. Mais il y a cette hypersensibilité à la frustration, par exemple, chez les personnes TDAH. Il faut que les choses aillent vite, il ne faut pas que je m'ennuie. Si c'est ennuyeux, je ne fais pas la tâche, je vais faire autre chose. Ça, c'est de l'émotion sous-jacente qui peut expliquer une partie de la procrastination. C'est différent du trouble de personnalité borderline où l'émotion, en fait, va monter très vite, surtout dans la relation interpersonnelle, puis ça va durer des plombes. Donc et là, c'est plus compliqué. Hein. Ouais, par phase qui peuvent être de 6 mois ou de plusieurs. Alors non, pas forcément. Ça, c'est bipolaire. Ça, c'est bipolaire. C'est ça, pardon. Ça y est, je suis en train de me tromper. Des plombes, ça veut dire une journée. Hein. Il va falloir avoir recours à des substances, à des comportements autodommageables pour réguler son hypersensibilité. Alors, le terme d'hypersensibilité, décrit une tendance que certaines personnes ont à ressentir beaucoup les émotions, j'imagine que c'est ça, à être très sensible, à réagir rapidement, de manière parfois exagérée. Moi, j'ai pas de critique à faire tant que ça amène pas de souffrance. Il y a une forme d'intensité en fait à la vie. Dans la porosité au monde, on ressent beaucoup les émotions, par exemple, dans ce qui est décrit. C'est pas quelque chose de personnel que je suis en train de dire, dans ce qui est décrit. L'hypersensibilité, il y a vraiment ce sensible à la beauté, une porosité aux émotions de l'autre. Je ressens même avant qu'il parle, je ressens qui il est, ce qu'il perçoit. Ouais. Là, on peut retrouver, j'immément, en tant que psychiatre, on va retrouver des troubles, mais après, c'est des caractéristiques de certains troubles. Mais oui, donc ça peut être des caractéristiques, mais aussi du trouble du spectre autistique. Hein. Ouais. Après, c'est un concept qui pour moi reste très vague. Et d'ailleurs, qui m'emmène à cette phrase que j'adore dans votre livre et qui est parfois la découverte de certaines personnes qui lisent des livres comme le vôtre sur le TDAH ou sur les HPI, qui disent que je pensais être un trait de personnalité chez moi est en fait un symptôme. Ouais. Donc ça, c'est pour ça qu'il faut faire attention avec les. Et c'est ça. Et donc Ouais. c'est pour ça que je disais qu'il faut faire attention avec les concepts de type HPE. De type, pas plutôt HPE, mais je veux dire des types hypersensibilité. Mais vous avez eu aussi d'autres concepts, comme les zèbres, qui précédemment essayaient de décrire des tendances en population générale. Mais il faut faire attention avec ces termes-là parce que c'est parfois la marque d'un symptôme chez quelqu'un. Donc il faut aussi se poser la question si je suis hypersensible, puis que je suis poreux au monde, et puis que j'ai l'impression de détecter des trucs et machin, est-ce que j'ai pas quand même une pathologie sous-jacente? Oui, c'est ça. Donc toujours quand même se poser les questions.
Au Québec, je crois qu'il y a un centre qui est spécialisé dans les TDAH, avec justement des thérapies associées. Est-ce qu'on va vers l'ouverture de ce genre de centres, nous aussi en Europe? Est-ce qu'il y a des centres en Europe, il y en a. Oui, il y en a. Ici à Genève. Ici à Genève, c'est votre. C'est là où vous travaillez. Donc, ouais, parce que vous associez toutes ces thérapies. Vous travaillez avec d'autres typologies de médecins, j'imagine. Alors, d'autres types de spécialistes. Alors, des psychothérapeutes essentiellement. Hein. Ouais. Physiquement, on peut faire des choses aussi. D'ailleurs, vous parliez du sport tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des choses qui aident dans les thérapies manuelles? Alors, le sport, c'est toujours... le sport reste quand même quelque chose qu'il faut faire. Hein, quand on a un TDAH, c'est chez l'enfant, mais surtout chez l'enfant, mais aussi chez l'adulte, c'est quand même une recommandation associée au traitement. Après, tout ce qui vous fait du bien, vous pouvez le faire. Enfin, je veux dire, après, chacun va avoir sa stratégie individuelle. Hein. Si de faire des moments de relaxation à la maison et puis de pratiquer, je sais pas, ou d'autres choses, hein, de pratiquer du yoga, du tai chi ou n'importe quoi, tout ce qui va faire du bien, qui va vous permettre de vous recentrer, d'être dans le moment présent, de recapter votre attention, de réduire l'hyperactivité, l'impulsivité, c'est hyper bien. Tout ce qui permet de se remettre dans un flow et de redescendre. On n'a pas parlé, moi j'ai explosé le timing et vous aussi en termes de temps d'émission. Peut-être rapidement, est-ce qu'il faut surveiller un peu l'alimentation? Est-ce qu'il y a des plantes un peu adaptogènes type rhodiola qui peuvent faire du bien? Alors, bon, c'est pas démontré, hein, c'est pas conseillé, on peut pas traiter un TDAH sévère avec des régimes alimentaires particuliers. Après, c'est toujours intéressant, hein, si on a une hygiène alimentaire saine, c'est clair que ça va améliorer les capacités attentionnelles. Si vous mangez des sucres rapides tout le temps, et puis que vous faites de la junk food tout le temps, et puis que vous avez un système d'alimentation qui est complètement déstructuré, ça va pas aider. Hein. Ouais. Après, rajouter du rhodiola chez quelqu'un qui est complètement hyperactif et puis qui dort pas la nuit et puis qui fume du cannabis toute la journée et puis qui le soir bouffe de l'alcool, enfin boit de l'alcool comme un cinglé ou une cinglée, le rhodiola, ça n'a pas tellement d'intérêt. Hein. Donc, on voit bien là. Donc, c'est intéressant, on va dire. C'est pas les pistes que je mets de côté, hein, du tout. D'accord. Mais il y a des choses sur lesquelles il faut être vigilant quand même. Mais je pense qu'il faut déjà changer l'environnement, le macro-environnement quelque part, avant de partir sur des modifications micro-environnementales. Comme l'ajout de plantes ou de dérivés nutritionnels, etc. Ça vient dans un second temps. Mais vous dites, alors c'est peut-être pas vous dans le livre, puisque vous êtes plusieurs co-auteurs, mais vous dites par exemple vigilance sur le fer. C'est bien de faire tout de suite vérifier le fer. Mais le fer, parce que ça, si on a une anémie ou si j'ai un fer qui est bas, ça génère des difficultés attentionnelles. Mais ça, on n'est pas dans de la micronutrition. C'est-à-dire qu'il faut que je fasse un complément de fer ensuite, et ça, c'est des injections de fer. Donc vous faites faire des bilans complets quand alors, vous voyez des patients si j'ai un doute ou si on a des personnes qui disent je suis fatigué, si j'ai des symptômes qui me font évoquer quand même qu'il y a quelque chose avec le fer, mais ce serait recommandé normalement de faire un bilan ferrique en tout cas. Oméga 3 aussi, vous en parlez. Alors, toutes ces substances, ça vaut la peine de doser ces traitements-là, de doser ces molécules-là. Bon, c'est très bien, il y a tout un volet, et là j'invite les personnes à se reporter aussi sur les livres, hein, sur les conseils à donner aux proches en fait, de TDAH qui n'ont pas forcément ce trouble-là, ou qui l'ont et qui veulent faire un peu une systémie familiale pour comprendre un peu tout ça. Ça, c'est toujours bien. Donc ça, c'est vraiment bien. C'est vraiment ce qu'on expliquait, psychoéducation des parents, mais au sens large, ça va être les proches, etc. Les écrans, on n'en a pas parlé, notamment chez les jeunes avec TDAH. Alors, j'en ai un tout petit peu parlé en disant qu'il faut être attentif aux écrans, hein, ça fait partie des modifications environnementales. Et il y a vraiment un accent à mettre sur réguler les écrans chez les enfants, qu'on ait ou pas un TDAH en fait. Hein. Oui, de toute façon, on sait qu'on est là-dedans aujourd'hui. Ça, c'est un peu la merde, les écrans. Ouais. En conclusion, quelque chose que vous auriez envie de nous dire qui peut porter aussi donner un peu d'espérance aux personnes qui se reconnaissent ou qui peuvent être atteintes après, de TDAH. d'espérance, si c'est un trouble qui est bien pris en charge, bien traité, etc., les personnes en ressortent généralement tout à fait bien, ils ont un parcours de vie tout à fait normal, et puis parfois il y a même des atouts à être TDAH, hein. Je veux dire, vous avez des grands sportifs qui sont comme Michael Phelps par exemple. Je vois qu'il y a un vélo dans votre bureau, docteur. Toujours faire du sport. Toujours. Des baskets sous la table. On est d'accord. On va pas tout dévoiler. Mais voilà, je veux dire, c'est un atout aussi, hein. C'est pas que négatif, et puis il faut aussi se dire, il y a des fois des personnes qui vont très bien réussir dans un domaine particulier parce que ils étaient distraits et puis qu'ils ont observé des choses que les autres n'observent pas, ou qui étaient impulsifs et ils ont osé aller dans des endroits ou osé faire des choses que les autres n'osaient pas faire.
Oui, parce que vous l'avez mentionné à un moment à plusieurs reprises, que celui qui a des troubles de l'attention, par moment, il peut être hyper focus quand ça le passionne sur quelque chose, et là, être hyper Et là, il y a un absorbant. avantage. Donc, donc il faut traiter, d'accord. Et puis, une fois qu'on traite, on peut avoir et à la fois le bienfait d'avoir le TDAH et à la fois ne pas souffrir, en fait, du handicap que procure le TDAH. Donc, c'est plutôt positif. Sachant qu'il y a des spectres sur le TDAH. Oui, après, vous avez ceux qui sont hyper sévérités. sévères. Il y a des personnes qui sont très, très, très handicapées. Et ça, c'est l'autre message. C'est, je veux dire, et plus tôt on les prend, mieux c'est. Et plus tôt on les prend, meilleur est le devenir de ces enfants dans le futur. Et c'est pour ça que quand vous avez des enfants qui sont atteints d'un TDAH très sévère, ne pas les traiter est vraiment criminel. Merci en tout cas pour vos messages. Merci infiniment, professeur Nader Perroux. Je rappelle le titre de cet ouvrage que vous avez coécrit avec les docteurs Martin Desailles et Sébastien Weibel. Je ne sais pas comment on prononce. Weibel, merci. Manuel de l'hyperactivité et du déficit de l'attention, le TDAH chez l'adulte, mais qui peut aussi intéresser évidemment des parents qui ont des enfants et qui ont envie de visualiser ce que ça peut donner chez l'adulte, qui est publié aux éditions Erol. Merci beaucoup. Merci à vous. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Apple Podcast et surtout abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast et abonnez-vous aussi gratuitement dès maintenant à la newsletter Métamorphose pour être au courant de nos conférences, ateliers et de nos dernières actualités. Pour ça, rendez-vous sur notre nouveau site www.métamorphosepodcast.com. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Par Anne Guéquière, tous les lundis et jeudis, dès 7h.